Celle que je vous propose aujourd'hui, qui est vraiment un travail en cours, qui n'est pas très abouti encore, en fait, elle part d'un double étonnement qui a émergé suite à la coordination d'une enquête quantitative en Belgique sur les conditions de vie des personnes vivant avec le VIH, donc en Belgique francophone. Premier étonnement, c'est que plus d'un quart des femmes dit avoir renoncé à sa vie sexuelle depuis l'annonce du diagnostic, contre 11,7% des hommes, et c'est l'un des résultats de l'enquête pour lequel on a vraiment le taux le plus différencié entre hommes et femmes. Et deuxième étonnement, c'est que les discriminations sur base du sexe ou du genre sont les moins citées par les répondants, et donc là ça fait vraiment écho à l'enquête VESPA 2, puisqu'elles sont citées par 0,7% de l'ensemble des répondants, donc loin derrière l'origine nationale ou ethnique ou la couleur de peau, qui était regroupée sous un même... qui était citée par 22,7% des répondants, et l'orientation sexuelle par plus de 12%. Et donc je me disais, comment comprendre ces chiffres ? Les discriminations de genre sont-elles en effet moindres dans le champ du VIH ou sont-elles invisibilisées dans le champ de la santé ? Alors lorsque j'ai posé la question à des femmes séropositives lors d'un atelier que j'avais organisé avec une association en Belgique qui s'appelle Action Plus, elles m'ont répondu, et je vous les cite. Non, c'est parce qu'elles ne veulent pas trop en parler. Une autre, je pense que c'est parce que les femmes se sentent moins discriminées parce qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles le sont. Et encore une dernière, c'est peut-être parce que la femme a plus l'habitude de se taire et de subir l'homme. Donc ça devient pour elle, la discrimination devient un truc quotidien qui n'a plus ce sens de discrimination. Chez la femme, c'est quelque chose de quotidien qu'elle vit depuis toujours peut-être. Donc elle n'a pas cette notion d'être discriminée. Elle a plutôt la notion d'être soumise, d'être obligée d'obéir ou de se taire. Mais elle n'aura pas cette notion de discrimination. Donc on voit comment, très rapidement, elle souligne de façon réflexive comment les rapports hommes-femmes s'inscrivent dans une naturalisation de la domination masculine qui complique singulièrement les recherches sur les discriminations. Donc ces discriminations ne sont pas visibles parce qu'elles sont intériorisées, voire incorporées par les femmes. Et donc l'un des objectifs de cette communication est de montrer, en confrontant des données quantitatives avec des données issues d'une enquête ethnographique, l'inscription dans les corps des inégalités de genre, inscription qui passe par de multiples formes, disparité devant la maladie et les soins, violence sexuelle, violence symbolique du diagnostic, voire attitude de soumission inculquée. Et donc face à l'hétérogénéité de ces formes, nous nous concentrerons ici sur la question de la sexualité et même encore plus particulièrement sur cette question de renonciation à la sexualité, donc qui concerne quand même un nombre non négligeable de femmes, et à partir du point de vue des femmes elles-mêmes. Alors pour cela, ce que je vous propose, c'est de revenir dans un premier temps très rapidement sur la généalogie des analyses de la sexualité dans le champ du VIH, et ensuite essayer de comprendre un petit peu les obstacles qui président toujours à l'arrêt de la vie sexuelle. Alors, donc retour très rapide sur l'histoire de l'épidémie qu'on peut décomposer en 4 temps. Premier temps, c'est assez connu, donc je vais aller vite, c'est le temps de l'incertitude et de l'hécatombe, c'est le temps, comme l'a montré Janine Pierret, des années noires, où la question de la sexualité ne se pose même plus, ou très exceptionnellement. C'est le moment des appels à l'abstinence, voire même à l'absence totale de contact corporel. Mais c'est aussi le temps d'invisibilisation des femmes. Il a déjà, on l'a vu dans la communication précédente, les femmes n'apparaissent dans les groupes à risque en tant que prostituées. Et donc rappelons rapidement que c'est qu'à partir de 1986 que les scientifiques reconnaissent la possibilité d'une transmission hétérosexuelle et du passage du virus de la femme à l'homme. Donc dans ce cadre-là, dès 88, Paola Treschler appelait les féministes à se saisir de l'objet sida afin de résister justement à cette distinction nous-eux et qui ferait croire aux femmes que leur identité et leur genre seraient, je cite, des protections magiques contre les invasions de cet étranger autre. Deuxième temps de l'épidémie, c'est le temps des mobilisations. C'est le temps de la bataille, selon Pierret, des gays surtout, mais aussi des hémophiles à travers les procès. Au niveau de la sexualité, c'est la période du contrôle. C'est l'émergence des grandes campagnes médiatiques qui apparaissent en 87 en Belgique comme en France,
et qui s'axe très rapidement autour de la promotion du préservatif. C'est aussi le temps du paradigme de la co-responsabilité des partenaires sexuels, hein, c'est-à-dire chacun est responsable de son infection et de décider ou pas de, de mettre un préservatif lors de la pénétration, ou autre. Voilà. Alors, troisième temps, c'est bien sûr le temps des traitements. Hein. On sait que les antirétroviraux efficaces apparaissent au milieu des années 90. Et c'est aussi le temps donc, de la normalisation de l'épidémie, normalisation institutionnelle et politique. Et nous verrons par contre que pour les malades, ça s'est très peu normalisé. C'est aussi le temps de la féminisation de l'épidémie. Et là, si je reprends Saut et Desclos, elle parle d'une sexualité retrouvée des femmes, mais qui passe par la procréation, bien évidemment. Toute la question est alors de savoir comment empêcher la transmission de la mère à l'enfant. Et c'est d'ailleurs grâce à ces recherches materno-fétales qu'on commence à prendre conscience de l'impact préventif des traitements. C'est aussi cette période, donc, fin 90, années 2000, où commencent à se constituer des associations, des groupes de parole de femmes en Belgique, en France, et même un peu plus tard au niveau international, par exemple le réseau Chi. Et cet activisme féminin, voire féministe, commence à dénoncer l'oubli ou la mise à l'écart des femmes. Les médicaments ne sont testés sur des hommes que sur des hommes pendant les premières décennies. Et les militantes revendiquent la singularité des effets indésirables des traitements sur le corps des femmes. Et plus largement, l'importance d'être inclus dans les essais thérapeutiques. Dernier temps, dans lequel nous sommes toujours, c'est le temps dit de la banalisation. Le VIH semble être devenu une maladie chronique, avec une grande majorité donc, des personnes diagnostiquées sous traitement. Et donc là apparaissent vraiment au devant de la scène ces questions de sexualité, mais aussi de qualité de vie et de vieillissement également avec le VIH. Mais à l'encontre de cette idée de banalisation, on voit que la stigmatisation et les discriminations restent très fortes, Élise l'a montré, et aussi, il faut quand même signaler une dynamique importante, c'est celle de la pénalisation de la transmission du VIH, voire même la pénalisation de l'exposition au risque de VIH, qui reconfigure profondément l'épidémie, remettant en cause cette notion de responsabilité partagée des partenaires sexuels. Et notons également que ces procès sont souvent à l'initiative de femmes qui se disent trahies par leur mari, car infectées dans le cadre de relations matrimoniales. Et donc ça renvoie justement à cette opposition victime innocente versus ceux qui seraient responsables, voire coupables de leur infection. Alors 2008, c'est une année très importante, c'est le fameux avis suisse pour ceux qui connaissent, et donc l'avis suisse qui conclut qu'une personne séropositive sous traitement antirétroviral efficace, qui fait que sa charge virale devient indétectable, ne transmet pas le VIH par voie sexuelle. Cet avis suscite un immense espoir, mais aussi énormément de résistance, et donc une confusion dans le chef des médecins et des associations également. Alors la féminisation également de l'épidémie s'accentue, mais elle masque une épidémie racialisée. On sait que l'épidémie explose en Afrique alors qu'elle commence à se stabiliser en Europe. En Belgique, le sexe ratio est très différent selon la nationalité. Si on prend les répondants de nationalité belge, ce sont majoritairement des hommes, à plus de 57%. Alors que les répondants déclarant une nationalité africaine sont à plus des 2/3 des femmes, puisqu'on a près de 70% qui sont des femmes. Et donc, bien sûr, là, la nécessité, je le répète, mais ça a déjà été dit, de croiser le genre, la race, entre guillemets, et sans oublier la classe sociale, et donc nécessité d'aborder ces questions sous l'angle de l'intersectionnalité des rapports de domination. Alors, pour m'arrêter un petit peu sur l'importance de croiser ces données-là, on voit autour de cet avis suisse, dont l'impact est assez difficile à estimer encore aujourd'hui, dans l'enquête, nous, sur les conditions de vie, on demandait aux gens est-ce que leur charge virale était indétectable, détectable, et bon, ne sait pas. Et on s'est rendu compte quand même que sur l'ensemble des répondants, près de 14% ne savent pas si leur charge virale est détectable ou pas. Et vu que c'était des questionnaires en face à face, on s'est rendu compte, j'ai été moi-même enquêtrice, mais on a été plusieurs, que beaucoup même ne savaient pas ce qu'était une charge virale. Et ce taux
et monte à plus de 20% chez les femmes, chez les personnes déclarant une nationalité africaine, les personnes ayant des revenus mensuels inférieurs à 1 000 € et surtout jusqu'à un tiers des personnes peu ou pas diplômées. Donc on voit la nécessité de ne pas sous-estimer ces déterminants socio-économiques. Alors, beaucoup de patients et de patientes ne sont pas informés d'abord des dernières données médicales ou se disent justement tiraillés entre des discours scientifiques contradictoires. Et donc un petit peu perdus, là je reprends un terme d'un entretien, entre d'un côté la volonté d'abandonner le préservatif et de l'autre la peur d'être toujours, je cite à nouveau, une bombe humaine, et donc de prendre le risque de transmettre le VIH. Alors, beaucoup de femmes disent aussi ne pas toujours bien comprendre le langage médical, mais il semblerait quand même que la transmission d'informations médicales capitales ne se fasse pas de la même manière selon les patients. Et beaucoup de femmes, d'ailleurs, me disent leur médecin ne leur a rien dit et qu'ils se contentent de dire « vos examens sont bons ». C'est un élément confirmé par les enquêtes de Pourrette en France, auprès de femmes africaines. Et elle dit, plusieurs femmes témoignent du fait qu'elles ont reçu très peu d'informations médicales sur le virus, sur la maladie, mais qu'on les a rassurées sur le fait qu'elles pouvaient avoir des enfants. Certaines étaient alors célibataires et n'envisageaient absolument pas de grossesse. Là, on voit bien évidemment l'injonction à la maternité et aussi la perpétuation de l'assimilation sexualité-procréation, et d'autant plus à l'égard des patientes africaines. Alors cette rapide histoire de la gestion politique du VIH nous montre comment la sexualité, en particulier celle des femmes, a fait l'objet d'un impensé, pour reprendre le terme de Karine Favier. Et en fait, il est renforcé par la littérature scientifique, parce qu'en l'analysant pour préparer ce colloque, je me suis rendu compte en fait que la littérature sur la sexualité des femmes dans le champ du VIH, qui commence à être relativement abondante à partir de la deuxième moitié des années 2000, ne parle en fait que très peu de sexualité comme expérience ou comme pratique. Si on reprend les distinctions de Stevie Jackson entre les trois manières d'envisager la sexualité, donc comme expérience, comme institution, c'est-à-dire participant à instituer la hiérarchie des sexes, et comme identité sociale avec cette opposition hétéro-homo, on se rend compte que la littérature parle très peu de sexualité ou alors se concentre sur la maternité. Alors, je vais donc aller très vite sur les facteurs qui se dégagent donc, de ces femmes qui renoncent définitivement à leur sexualité. Alors, première chose, elles font état, et là de manière très différentielle aussi par rapport aux hommes, de sentiments de honte et de culpabilité très forts à l'annonce du diagnostic. Et pourquoi? Parce que pour elles, ça les assimilerait, disent-elles, à des filles faciles. Je vais passer sur, j'avais un extrait d'entretien, mais donc de filles faciles qui aiment ça finalement, et donc qui va à l'encontre de cette vision dominante d'une sexualité féminine qui devrait être contrôlée, affective, limitée en termes de nombre de partenaires, voire strictement matrimoniale, hétérosexuelle et monogame. Mais ça renvoie surtout à la question très difficile de disabilité, voire même de disance, là pour reprendre un des termes de personnes séropositives du groupe de Aide en France qui l'a forgé, mais que les Belges reprennent et qui aiment beaucoup ce terme, sur la difficulté à dire la séropositivité dans la mesure où cela déclenche malheureusement encore énormément de rejet de la part des partenaires. Donc arrêter la sexualité est d'abord un moyen d'éviter de dire sa séropositivité. Deuxièmement, c'est dans le rapport au corps. Le rapport au corps avec à la fois cette peur d'une possible transmission. Elle me dit comment faire l'amour quand ton corps c'est une arme. On se perpétue cette image-là. Et aussi la question de la lipodystrophie, c'est-à-dire la modification dans la répartition des graisses, où une femme me dit mais ton corps se transforme, tu es plus jolie, plus désirée, tu ne te sens plus femme. Donc c'est toute cette question aussi du rapport à la féminité et au corps féminin tel que il a pu être construit dans nos représentations. Troisième élément, toujours prégnant, c'est que la sexualité renvoie à la procréation et surtout en fait à la nécessité pour les femmes qui sont séropositives de devoir éventuellement faire tester leur enfant. Et ça c'est vraiment une épreuve majeure pour elles, démarche qui est écrite comme excessivement difficile et anxiogène, et qui renvoie finalement à un triple risque
pour les femmes face au VIH, comme l'a dit Brenda Spencer, d'abord être infecté soi-même, mais ensuite ce risque de transmettre l'infection à ses enfants, et troisièmement, le risque d'assumer une charge encore plus lourde, parce que, bien sûr, ce sont, on le sait, souvent les femmes qui vont être gardes-malades, soit de leur mari, et en tous les cas, de leur enfant. Et donc ce cumul amène beaucoup de femmes à aussi arrêter leur sexualité. Je passe là-dessus. Et je voulais m'arrêter un petit peu sur le dernier point, qui est cette perte du désir. Il y a bien sûr dans certains cas le traumatisme de la découverte de la séropositivité, le traumatisme de l'infection suite à des violences sexuelles. Selon notre enquête, près de 10% des femmes dans l'enquête, mais qui ont répondu de manière spontanée. C'est-à-dire, c'était pas, on demandait, c'était une question sur comment, à votre avis, comment vous avez eu le VIH, et donc il y avait une relation sexuelle avec un homme, avec une femme, etc. Et spontanément, les femmes, plus de 10% des femmes ont dit suite à un viol. Et donc bien sûr, ce cumul aussi d'expériences douloureuses passées liées à cette découverte. Je cite rapidement une femme, elle me dit « Il faut voir le traumatisme. Quand j'ai appris, j'ai annoncé à mon partenaire qui savait bien qu'il m'avait contaminée et il me rejette. Moi, qu'est-ce que j'ai pris? Comment tu peux aimer quelqu'un et la chose qu'il te donne, c'est quelque chose qui ne peut pas se soigner et après il te chasse. Et moi, j'ai fait le sida pendant 1 an et demi toute seule. J'ai vécu ma souffrance toute seule. Je ne voyais plus l'homme avec le sexe. Je voyais l'homme comme ça. Je l'ai été pendant 6 ans. Je me suis rendu compte que je n'avais plus aucun désir sexuel. J'étais complètement traumatisée. Un homme pouvait se déshabiller et tout devant moi, ça ne me disait rien. Alors avec ce court extrait, on peut croire que c'est un temps d'adaptation au diagnostic, et que finalement, une fois que l'infection est intégrée, pour dire vite, c'est quelque chose qui passe. Mais on se rend compte que beaucoup de femmes, alors effectivement ça augmente avec l'âge, disent en fait, mais finalement ce n'est pas ma priorité. Ce n'est plus ma priorité. L'une d'elles me dit, alors elle est veuve, elle élève seule son enfant, je n'ai pas envie de relation avec un homme, ce n'est pas dans mes priorités c'est chercher du travail, voir mon enfant grandir, m'occuper de lui. Une autre me dit, non, ça ne m'intéresse plus, mais ça ne me manque pas. J'ai même oublié comment c'était, et elle me dit en rigolant, c'est que ça ne devait pas être terrible. Et donc, sur quoi je voulais insister peut-être pour terminer, c'est que le fait de ne plus avoir de sexualité n'est pas toujours un drame pour ces femmes. Beaucoup l'assument, voire le revendiquent suite à un choix, alors qui n'est pas toujours, qui fait partie des fois quand même d'un parcours qui peut être plus ou moins douloureux, mais qui n'est pas nécessairement un choix douloureux. Et donc attention à ne pas normaliser encore davantage la sexualité des femmes, qui doivent quand même gérer les injonctions à la maternité, les injonctions à la responsabilité de ne pas transmettre le VIH, et aujourd'hui les injonctions au plaisir sexuel. Et donc, comme me disait une, on a le droit à une sexualité épanouie, et aussi on a droit à ne pas avoir de sexualité. Je ne sais pas si j'ai encore ou... Disons 30 secondes. Alors peut-être 30 secondes, juste pour dire, ce qui était intéressant, on a organisé une journée sur la santé sexuelle des personnes séropositives en janvier à Bruxelles, et un gynécologue était présent qui suit beaucoup de femmes séropositives, mais qui a une patientèle absolument pas exclusivement séropositive. Et il disait à la fin de la journée, mais vous savez, toutes les femmes, en tous les cas, qui ont un partenaire depuis quelques années, on va dire 10 ans, et qui, à un certain âge, elles viennent toutes me voir parce qu'il y a un problème de désir, il y a un manque de désir. Donc voilà, c'était juste pour terminer sur le fait que je pense que ça dépasse largement les femmes séropositives. La question du désir. Oui. Merci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.